Suite à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikomba Wagner a appelé le Conseil de sécurité à agir avec fermeté et réclame des sanctions ciblées face à une agression délibérée méthodique contre un État souverain. Elle a accusé le Rwanda de se préparer à orchestrer un carnage à ciel ouvert dans l'est du pays. Le secrétaire général des Nations Unies déclare être profondément préoccupé par l'escalade de la violence dans l'est de la RDC, réitère sa condamnation la plus ferme à l'offensive en cours du groupe armé M23 et de ses avancées vers Goma au nord Kivu avec l'appui des forces rwandaises de défense. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC rendent des comptes. Et l'ambassadrice des Nations Unies à l'ONU. Plus que jamais, nous devons trouver une solution politique. C'est une déplacée du Nord Kivu a récemment insisté que même la Seconde Guerre mondiale s'est terminée grâce au dialogue. Bintou Keïta, donc, qui relayait ses propos. Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU. Le chef de l'État présidait tard dans la nuit du dimanche 26 janvier une réunion de sécurité. Le devoir du président de la République et du gouvernement est de s'assurer de la protection des civils. C'est ce qui a fait l'objet des contacts diplomatiques des présidents de la République et du gouvernement. Les FARDC sont déterminés pour cette cause, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Après consultation des chefs d'État des États membres de l'EAC, nous organiserons un sommet extraordinaire dans les prochaines 48 heures pour définir la voie à suivre. La détérioration croissante de la situation de paix et de sécurité en RDC est très préoccupante. La crise humanitaire est exacerbée par les opérations militaires en cours. J'appelle à la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités. Ça, c'est William Ruto, président kényan. L'Angola, pour sa part, appelle au respect strict du cessez-le-feu en RDC et au renforcement des efforts de médiation. Des milliers d'habitants de Bukavu au sud Kivu organisent une marche pacifique pour dire non au M23 dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, nous sommes sous cette thématique, mais nous allons également nous poser la question sur celle du changement ou de la révision constitutionnelle. Bref, la réforme constitutionnelle dans ce contexte-ci de violence et de conflits armés, de guerre, pour ne pas le dire. Que faisons-nous de cette idée qui plaît aux uns et déplaît aux autres? Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment précis? Est-ce que nous devons d'abord abandonner, continuer la guerre, ou bien le changement ou les réformes constitutionnelles peuvent justement aider aussi le Congo à régler certains problèmes internes? Alors, deux invités sur ce plateau, je vais les présenter, vous le connaissez très très bien. Maître Richard Mpinda, qui nous fait une nouvelle fois l'honneur d'être avec nous. Maître Mpinda, merci, bonjour et meilleurs vœux, bonne année, plein de bonnes choses pour vous cette année 2025. Merci, bonne année à vous aussi. Merci de cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger sur les questions qui touchent au plus profond de nous-mêmes. Nous avons d'une part cette question de l'insécurité, l'instabilité à l'est de la République que nous avons hérité de nos amis ici en fait lors de la gestion dernière, et aussi d'une autre part la question de réforme constitutionnelle. Et donc nous pensons que nous allons mettre notre point de vue sur cette question-là, et surtout que nous, UDPS, avons réfléchi déjà sur un avant-projet, une proposition à soumettre à l'équipe qui va être mise en place par le président Tshisekedi pour éventuellement voir s'il faut ou pas du tout modifier la Constitution. La commission, donc vous avez réfléchi sur les propositions. Là, dans ce sens, c'est l'UDPS-DO Bizibou comme secrétaire général. Merci beaucoup, Maître Mpinda. On ne va pas s'appesantir là-dessus. On sait que vous tous, vous êtes UDPS. Nous voyons UDPS. Donc, le reste viendra après. Alors, Maître Armand Lokeka, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe également comme Maître Mpinda. Vous êtes également citoyen congolais. Vous ne pouvez pas rester indifférent face
au malheur qui frappe le Congo actuellement. Mais dites-nous un peu, maître, d'abord bonjour et meilleurs vœux, bienvenue dans cette émission Grande Tribune, maître Amalokeka. Merci beaucoup, Dan, merci de m'avoir encore une fois appelé discuter des grandes questions que moi j'aborde beaucoup plus dans l'angle de la science, dont je suis chercheur et spécialisé en la matière de contentieux, en contentieux, certes, relevant des actes et de la contrôle de l'égalité. Et je suis très, très content que vous me fassiez rencontrer Maître Pinda, qui est un collègue, un ami et un confrère. Un frère aussi, mais peut-être divergent sur certains points. Entre autres, les convictions politiques sont tantôt personnelles. Ne sont ni liés à la famille, ni liés à l'amitié. Donc, je suis très content de le rencontrer à ce jour. Vous êtes ancien condisciple, ancien camarade, oui, de classe, de promotion. Vous avez fait l'unique. Nous avons commencé l'université même année, finir même année, connus à l'université. Parce qu'il y a des gens qui peuvent finir l'université et sans se connaître à l'université. Nous nous sommes connus à l'université et on se connaît dans la profession et on se parle en dehors de tout ce qu'on peut avoir comme échange, débat politique. Et cela ne nous sépare pas. Merci bien aux anciens donc, de l'UNIKIN d'être ici. Mais ici, on ne parle pas UNIKIN. Ici, nous sommes en train de parler République. Alors, que devient République et Sciences, justement. Merci, maître Richard Pinda. Alors, je vous passe la parole, maître Richard Pinda. Vous, UDPS, vous avez réfléchi déjà sur les réformes constitutionnelles à entamer. Vous, UDPS, déjà, vous avez été projeté dans cette optique-là. Dites-nous maintenant, maître, vis-à-vis de ce que nous remarquons dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Goma est en train... Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs aussi autour de Goma. On ne sait pas encore la précision, en attendant la confirmation des autorités. Aujourd'hui, qu'est-ce que les débats sur le changement de la Constitution deviennent? Toujours maintenu ou d'abord il faut qu'on s'occupe de l'Est? Non, je crois que, comment dire, la situation principale sur laquelle nous devons nous apaisantir, c'est la Constitution. Et plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la stabilité à l'Est de la République. Excusez-moi. Donc, je disais que c'est d'abord la stabilité à l'Est de la République. Au-delà de cette situation de stabilité ou de la sécurité, et cette crise sécuritaire, je pense que les autres ne peuvent que être secondaires. Mais cela ne peut pas nous empêcher de réfléchir. C'est-à-dire que de la même manière que mon ami se retrouverait en train de mettre sa touche pour défendre quelqu'un devant le cours des tribunaux, c'est de la même manière que nous pouvons aussi réfléchir éventuellement sur cette situation, mais de manière formelle. Est-ce que la situation d'instabilité à l'est de la je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les réformes sont impossibles et de manière définie par la Constitution. Lorsque vous lisez, je crois que c'est l'article 218, c'est clair, plutôt les articles qui évoquent, les 219, qui évoquent les conditions pour lesquelles la Constitution ne peut pas être modifiée. On parle entre autres d'un état de guerre et aussi d'un état d'urgence, siège et tout ce que vous voulez. Mais cependant, la situation dans laquelle nous sommes présentement est une situation de guerre, allais-je dire, non déclarée. Il faille à ce que la République démocratique du Congo, au terme de la Constitution, puisse, les articles 85, 86, 84, régler la matière sur cette situation de guerre ou pas du tout, c'est-à-dire que ces dispositions-là, en principe, disent qu'il faut une déclaration préalable pour que nous puissions nous retrouver dans une situation de guerre déclarée. Et donc, je crois que ce qui pourrait empêcher, c'est seulement l'état d'urgence, qui à la fois, qui aussi peut être suspendu et soit révoqué par ordonnance du président de la République. Tout à fait. Donc, pour vous, d'abord, l'idée de réforme, on doit la mettre d'abord du côté, qu'on mette d'abord fin à cette situation. Après, nous pourrons y revenir. J'ai dit ceci. La réforme constitutionnelle ne peut être prioritaire. Mais cela ne nous empêche pas. Cela ne veut pas dire mettre de côté. J'ai dit, elle n'est pas
prioritaire, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir là-dessus, tel que nous l'avons fait. J'ai pris même à titre illustratif, vous nous avez conviés à une émission pendant qu'il y a l'instabilité à l'est de la République, il y a une situation d'insécurité à l'est de la République. Nous sommes là pour parler, nous parlons, vous voyez ça. Et donc, si les réformes constitutionnelles peuvent constituer un moyen de pouvoir permettre à la République d'avancer, je crois aussi que nous pouvons en parler, nous pouvons échanger là-dessus. Merci bien, Maître Richard Pinda. Pour cette réflexion, la question de l'Est reste prioritaire. Alors, la même question à votre compatriote d'en face. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? La question sous la réforme constitutionnelle, il y a deux tendances, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais qu'est-ce qu'on fait? D'abord, vu la situation qui prévaut dans l'Est, on met d'abord de côté, on essaie de trouver des solutions là-bas, ou on peut le faire aussi simultanément, on libère le pays et on réfléchit sur la constitution, qu'on a dit votre co-débatteur d'en face. Ça ne peut pas, la question de l'Est n'empêche pas que la vie continue sous une autre forme que ce soit. Est-ce que cette situation devait-elle empêcher qu'on puisse réfléchir sur les devenirs, sur l'avenir de ce pays? Oui, merci beaucoup pour la question. J'aimerais que nous puissions... Je vais aborder cette question, je pense, à trois manches. La première, c'est sur l'analyse de l'opportunité de répondre ou d'analyser la question de la Constitution à l'heure où le pays est en péril. Le pays est coupé, je peux dire, d'un de ses membres. Parce que l'on ne peut pas aujourd'hui réfléchir sur la plus bonne tenue que l'on peut porter aussi longtemps que le pied est en train de saigner. Vous voulez qu'on vous achète une très belle veste avec un très beau pantalon. Entre-temps, vous avez un pied qui saigne. Je ne sais pas comment vous allez la mettre. Je ne sais pas comment vous allez la mettre. Et c'est ça le problème de l'opportunité de discuter sur le changement de la Constitution ou les modifications. Parce que vous entendrez bien nos amis de l'UDPS. Tantôt, certains parlent de la réforme, certains parlent des réformes au pluriel. Ils mettent tantôt la réforme constitutionnelle, tantôt les réformes constitutionnelles. Qui par conséquent, sur le plan sémantique, ça ne dit plus la même chose. Et en évitant le terme changement, parce que réforme voudrait dire porter modification ou retouche à quelque chose. Alors, réformer, c'est-à-dire perdre la forme de l'objet. Vous comprenez? Alors maintenant, là, nous sommes dans cette ligne de conduite qui, du reste, à un moment reste légale, à un autre moment devient une anarchie. Quand nous restons dans la réforme, le fait de perdre la forme d'un acte légal par voie d'une révision, c'est une procédure légalement prévue par la Constitution elle-même. Mais quand nous sortons de cette ligne de conduite prévue, qu'on appelle révision, à laquelle on reconnaît le pouvoir au chef de l'État de le faire, on reconnaît à d'autres membres, le Parlement, la population. Et ici, on vous parle du changement. Le changement qui, à son terme aussi, prend deux concepts sur le plan sémantique. Il y a le changement radical et le changement modéré. Le changement modéré, c'est ça la révision. C'est ça la perte de la forme. Mais le changement radical voudrait dire que l'on est en train de faire un tabula rasa. On balaye la constitution actuelle, on la met dans la poubelle. Et on monte une autre constitution. Alors, ça demande une explication éclairée et éclaircie à la matière. Ça sera quoi la conséquence aujourd'hui si... Alors, aujourd'hui, oui, on continue de réfléchir. Il y a une présomption. Si on continue à réfléchir sur la Constitution, sur la révision, sur les réformes, comme ils veulent s'enfouir sur le concept, réforme constitutionnelle, il y a une... On imputera automatiquement dans la conception de toutes ces réformes-là une violation des droits des citoyens. Quels citoyens? Les citoyens qui sont occupés, ne sont-ils pas citoyens? Aujourd'hui, à cette minute, les citoyens qui sont occupés dans la RDC, les Congolais qui ne sont plus... On a eu des élections en 2000... S'il vous plaît, les Congolais qui ne sont plus sous la couverture actuelle... Certains n'ont pas été enrôlés. Hein. 2018. Non, ne comparez pas. Certains n'ont pas été enrôlés. Ne comparez pas l'enrôlement qui est un acte volontaire. Ils n'ont même pas voté. S'il vous plaît, l'enrôlement c'est un acte volontaire.
Non. Aller s'identifier, c'est un acte Non, volontaire. Ça veut dire que le pays, suite à l'insécurité qui se vissait à l'époque, cela a empêché que ses compatriotes soient enrôlés. Non, non, 2018, il n'y a pas eu. Tu as un territoire Oui, qui n'a. à Béni. Il y avait élection, on est venu refaire les élections. Ça, c'est après. Non, mais comment on a refait les élections? Non, non, comment on a refait les élections sans enrôlement? On a enrôlé, non, non. Faire les élections. On a enrôlé, puisque à son temps, quand on faisait les élections, le pays était sous cette occupation et on a arrangé les choses, la paix est revenue. Mais l'enrôlement étant un acte, un appel volontaire de chaque citoyen qui voudrait réellement s'identifier congolais. Moi, je peux dire aujourd'hui, je ne me fais pas identifier congolais. J'ai déjà acquis une autre nationalité. Vous allez m'arrêter? Non. Alors, maintenant, le problème ici du respect des droits des citoyens... La question est que il y a une partie des Congolais qui n'ont pas voté. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir de la même manière? On se dit, vu qu'à l'époque, ils n'ont pas voté directement le chef de l'État, ils sont votés par après les députés nationaux, est-ce qu'on ne peut pas, vu d'abord la délicatesse de la situation, on ne compare... On ne compare pas comme ça, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes en train de faire avaler, de donner un empoisonnement à la République en parlant du changement de la Constitution. Et là, je veux parler du changement radical. Le changement radical. Comment ça? Pourquoi? Puisque en réfléchissant sur un changement radical de la Constitution, on est en train de rejeter la Constitution qui a fait établir les institutions actuelles. On le rejette. Alors, sur quelle base et quelles dispositions va se servir ces institutions actuelles de recueillir une certaine compétence et prérogatives? Ils auront quel document? Il y aura référendum. Non, mais le référendum lui-même est prévu dans cette mauvaise constitution, s'il vous plaît. La procédure du référendum est prévue par l'article 5 dans la mauvaise constitution, qui est à rejeter. Alors, dites-moi aujourd'hui, on va se servir de quelle prérogative et quelle est l'institution qui se servira d'institution tampon, irrégulier, ou une institution qui va rester après qu'on ait jeté la constitution dans la poubelle, et sur moi qui reste pour gérer les affaires courantes. Totalement inacceptable, hein, ça. Voilà. C'est illégal. Non, le changement radical n'est pas prévu dans aucune constitution définitive du monde. Et je mettrai à défi quiconque. Mais la constitution parle de sa révision, parle de sa modification, et non de sa mort. Non, pas pour le moment, vu la situation. Et pour l'instant, on ne peut pas. L'urgence n'est pas pour réviser ou changer la Constitution. L'urgence est de remettre la paix à l'Est, unifier la République et répondre aux grandes questions qu'attendent le peuple congolais par rapport aux institutions installées par une mauvaise Constitution. Merci bien. Maître Richard Pinda, la même question. L'urgence, vous avez dit que c'est l'Est, donc vous partagez les points de vue de votre co-débatteur d'en face, que la constitution conditionnelle, la question conditionnelle de réforme est secondaire. Vous l'avez dit ici, donc vous partagez les points de vue de votre co-débatteur. Non, je ne partage pas complètement le point de vue de mon co-débatteur, parce que j'ai l'impression que mon co-débatteur fait exprès d'ignorer ce que lui et moi avons appris à l'université. Je vais en venir. Lorsqu'il parlait, je voyais, lorsqu'il dit, bah écoutez, c'est inconstitutionnel parce que la Constitution n'a pas prévu son changement, je me suis dit, si réellement en face de moi, j'avais le même Armand, maître Armand, ou qu'en face de moi, j'ai une autre personne. Mais nous allons y réfléchir. Parce qu'il dit, je cite, il dit, la Constitution prévoit en son sein la modification, sa propre modification, la révision, mais la Constitution ne prévoit pas le changement ou la réforme totale de cette même Constitution. Je voudrais rappeler à mon très cher ami en face de moi... Tu parlais de radical. Radical. Oui, radical. Ou total ou radical. Non, non, total peut arriver, mais pas radical. Bon, prenons votre terme, radical. La question, c'est de savoir, ou je veux faire un rappel des sources du droit. En République démocratique du Congo, nous avons les traités et accords nationaux, traités et accords internationaux. Vous avez la Constitution, vous avez la loi, vous avez la coutume, vous avez d'abord la jurisprudence, la coutume, vous avez les principes généraux du droit, ainsi de suite. Je me suis arrêté aux principes généraux du droit. Lorsque les traités ne disent rien, on interroge la Constitution.
lorsque la Constitution ne dit rien non plus, on recourt à la loi. Lorsque la loi n'a rien dit, on recourt à la coutume. Et lorsque la coutume n'a pas non plus dit quoi que ce soit, on recourt cette fois-là aux principes généraux du droit. Dans quel cas? Laissez-moi, dans le cas du changement de la Constitution. Ouh là là. Tout à fait. Les principes, la question arrive aussi. Oui, le principe généraux du droit, il esquisse un sourire parce qu'il sait là où je le tiens. Et donc, lorsque vous vous posez la question de savoir, parce qu'il est clairement dit, dans cette Constitution, il est évoqué la question de la révision. Il n'est pas fait mention du changement. La question est celle de savoir, est-ce qu'il est interdit de changer cette Constitution? Est-ce qu'on peut me donner une disposition constitutionnelle qui dit, de la même manière, il dit qu'on peut me reviser, me donner la Constitution, la disposition ou une des dispositions de la Constitution qui dit qu'on peut la changer? Ça n'existe pas. Et pourquoi ça n'existe pas? Ça n'existe pas parce que le principe généraux du droit prévoit que ce qui n'est pas interdit est permis. Ça, c'est le principe généraux du droit. Mais exactement, il le sait. Voilà comment il esquisse son sourire. Si on peut le prendre en image. Armand Lokeka est en train de me dire, Maître Mpinda Richard, il est interdit dans la Constitution de modifier cette Constitution, mais moi je lui dis exactement, vous avez raison, et qu'il n'est pas interdit dans la Constitution, parce que ce qui n'est pas interdit est permis. Donc les principes généraux du droit fixent également les principes généraux du droit, il faut le prendre comme étant une source de droit qui vient régler. Voilà pourquoi nous autres, nous ne sommes pas partisans du vide juridique. Le vide juridique, en principe, n'existe pas ou ne peut exister. Parce que nous avons une diversité de sources de droit. Je vous ai dit, en République démocratique du Congo, il est consacré le traités internationaux comme source de droit. Ça, nous avons compris. Mais Maître Mpinda, que dit les principes généraux du droit? Parce que vous avez dit que c'est par là que c'est de là que peut tirer comment dire, le changement de la Constitution. Je l'ai dit, je l'ai énoncé tout à l'heure. Oui, la procédure. La procédure, je veux en venir. Serait laquelle? Elle sera la procédure, elle sera constitutionnelle. Est-ce que c'est elle est constitutionnelle? Je veux en venir. C'est pas contradictoire. Je commence d'abord par poser le principe selon que ce qui n'est pas interdit est permis. Ce qui voudrait dire général du droit. Exactement. Parce que la Constitution ne fait pas à elle seule le droit. En d'autres termes, la Constitution a d'autres sources de droit que, plutôt, le droit a d'autres sources, a d'autres de ces sources que la Constitution. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Constitution, c'est l'une des sources de droit. Du droit. Alors, par voie de conséquence, les choses s'en vont telles quelles. Mais revenons maintenant à la procédure. Oui, à la procédure. La procédure, c'est que lorsque vous avez une question qui divise, telle que celle-là, du changement ou pas du tout, mais on se réfère au souverain primaire. Ça, c'est la procédure non interdite. Et alors, cette procédure, dans la loi référendaire, doit prévoir, et d'ailleurs, ici, je cite le professeur... Mais Maître Mpinda, oui. Allez-y, bon, terminez d'abord. Je cite le professeur Ngondankoy, qui a prévu, qui a déposé même un avant-projet de la loi référendaire, et en son sein, il est prévu la possibilité de toucher aux dispositions verrouillées. Alors lorsqu'on en vient, oui, parce que les dispositions verrouillées, oui, définissent la forme de l'État, définissent le type de régime politique, ainsi de suite. C'est en cela que viendra le changement ou la réforme profonde de la Constitution. D'accord, merci. Bon, excusez-moi, je voudrais sur un élément, parce qu'il a évoqué la question d'une réforme radicale ou du changement radical.
Je voudrais dire à mon cher ami et ancien collègue, partout au monde, une réforme radicale n'existe pas, ne peut pas exister. Cependant, lorsque vous prenez la Constitution, que moi je subdivise en deux parties, la première partie consacre les mêmes principes généraux, le même principe de droit, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme qui existe, le droit fondamental relatif à la personne, les droits sur la libre circulation, la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand vous me regardez comme ça, il est consacré par la première partie. Et la deuxième partie évoque les questions relatives à la structure, à l'architecture fonctionnelle et organisationnelle d'un État. Et donc, pour dire tout simplement que lorsqu'on parle de changement, on ne peut pas omettre, on ne peut pas prétendre d'un changement radical parce que les principes de l'égalité de tous demeurent. C'est-à-dire qu'il y a certaines dispositions de l'actuelle Constitution, certaines matières qui touchent, par exemple, j'ai dit à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui vont être transcrites telles quelles dans la nouvelle Constitution. Merci bien, Maître Richard Pinda. On retient qu'on ne peut pas changer radicalement la Constitution parce qu'il y a des traités et accords internationaux auxquels la RDC a ratifié. Exactement, revenir. Et d'ailleurs, excusez-moi, je veux renchérir en disant ceci, ce sont le même principe, ce sont le même droit qu'on a retrouvé dans la Constitution de CNS, ce sont le même dans la Constitution de 1960, 1964, la loi fondamentale, ainsi de suite. Ce sont les mêmes principes qui reviennent toujours, soit améliorés, mais ils reviennent toujours. Et donc, pour dire qu'il y a la partie qui pourrait intéresser, c'est-à-dire la partie qui pose la structure organisationnelle et fonctionnelle d'un État, et qui, en principe, peuvent déterminer la forme de l'État, le régime politique et autres. Merci bien, Maître Pinda Richard. Alors, Maître Lokeka, Armand, je vous passe la parole également. Votre co-débatteur a parlé des sources du droit. Là, je pense que vous êtes d'accord que tout ce qu'il a dit sur les sources du droit est vrai. Parlons de la procédure, lui, il la trouve dans les principes généraux du droit. Vous avez dit, ce n'est pas dans la Constitution, il est dit. J'ai dit, je trouve le droit du changement dans les principes généraux du droit. Maintenant, j'en viens, quant à la procédure, je vous évoque la loi référendaire. Je peux vous prendre même en principe du droit comparé. D'ailleurs, en France, c'est arrivé par 2 fois. Je peux même vous citer les différentes lois où le Conseil constitutionnel a statué sur cette matière-là. Le Conseil constitutionnel français, tout à fait, sur des dispositions qui n'étaient pas prévues dans la Constitution. Voilà. Alors, on comprend que ça reste extra-constitutionnel. Non. D'accord, attendez, on va revenir vers vous. Le droit comparé aussi une source de droit. On doit revenir vers vous. Maître Armand Lokeka, que répondez-vous par rapport à la procédure et du changement constitutionnel tel que évoqué par votre co-débatteur? Bon, il y a un amalgame en fait. Il y a un amalgame, un mélange certainement de choses, mais ça peut créer une constipation scientifique grave. Pour autant que quand l'on voudrait opposer à la Constitution de la République, puisqu'il y a la hiérarchie de sources. Il y a la hiérarchie de sources. Et dans la hiérarchie de sources, chez nous, tout a été conditionné que toutes les sources inférieures à la Constitution ne peuvent être applicables en RDC que si elles sont conformes. Toutes les sources. Base légale. Toutes les sources. Base légale. Je veux y arriver. Base légale. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Puisque même la coutume, quand elle est contraire à la loi, elle ne peut pas être appliquée. Elle ne va pas me demander la base. Si me demande la base légale, dans ce sens, c'est que c'est une position doctrinale. S'il vous plaît, je veux en parler. C'est une position doctrinale. Non, c'est pas doctrinal. Vous avez que toute coutume contraire base légale à la loi, c'est écrit. Donnez la base. Je dis, si vous me demandez la base légale en tant que praticien, je suis ignorant. Non, je suis ignorant. Je continue à développer. Je continue à développer. Donnez-moi la base légale. Quand est-ce qu'un principe général de droit est applicable en RDC? Quand est-ce qu'un principe est appelé général et applicable dans notre pays? C'est quand ce principe rencontre
la philosophie du droit de la RDC. Sinon, on ne peut pas prendre le principe général applicable en Chine, dans leur droit chinois, qui ne trouve pas une source de rencontre sur la philosophie du droit de la RDC, l'invoquer en tant que principe général de droit. Dans le livre que Maître Mpinda a utilisé, l'on a cité un ensemble sur le droit public en 2e graduat, si je ne m'abuse pas. On t'a cité les principes généraux de droit. Et tu le connais. Peut-être pas par cœur, mais tu en avais déjà lu. Avez-vous rencontré un seul principe de droit qui vous dit ce qui n'est pas interdit, ce qui n'est pas interdit est permis? Mais oui. Lorsque je comprends que vous étiez distrait, lorsqu'on nous donnait l'introduction générale à l'étude du droit, rappelez-vous, lorsque le fait professeur Pindi, je le laisse. Parce que je continue parce que moi je te parle que les sources de loi soient hiérarchisées et le reste doivent être conformes à la Constitution. La jurisprudence. Ce n'est pas toute décision du juge rendue qui est appelée une jurisprudence. Quand est-ce qu'une décision rendue par un juge devient une jurisprudence? Et quand on y a déjà recouru, allez-y. Non seulement du fait d'être revêtu de choses jugées, mais cette décision doit revêtir la quiétude de la légalité. C'est-à-dire que ça n'inquiète pas la loi, ça n'inquiète pas la philosophie de la bonne justice. Parce qu'il y a des décisions qui sont très mal rendues, mais qui ne sont pas des jurisprudences, mais qui ne sont pas appellables par le Conseil d'État, par la Cour constitutionnelle, comme par la Cour suprême, la Cour de cassation. Mais ces arrêts-là ne sont pas des jurisprudences impérativement. Je vais vous donner un exemple. Un juge qui dit que l'acte signé par le président du Sénat, c'est un acte judiciaire. Cet arrêt devient une jurisprudence. Devant qui ça va être une jurisprudence? Entre-temps, ça vexe la loi. Mais c'est non appellable. Ce sont des arrêts rendus en premier et en dernier ressort. Donc, toute jurisprudence, toute décision n'est pas une jurisprudence. Tout principe général de droit n'est pas applicable en RDC. Quand est-ce qu'un principe est applicable? Les principes généraux de droit applicables en RDC sont puisés de la même famille de droit que nous. Et ce sont des principes qui rencontrent l'intérêt du droit congolais. Et ces principes sont connus. Dites-moi aujourd'hui, soyons sérieux. Ce qui n'est pas interdit est permis. L'homosexuel est interdit. On a seulement dit que le mariage chez nous, c'est les deux sexes opposés. Bon, on a interdit où? Alors maintenant, autant, non, sérieux. Maintenant, autant que c'est aussi autorisé puisque la loi n'en parlait pas. Non, on ne peut pas invoquer du fait que notre loi n'a pas pris expressément une interdiction de mariage des gens de même sexe, mais parle des sexes opposés. On vous dit non, comme on n'a pas parlé des gens de même sexe, il n'a ni interdit, il n'a ni permis, donc nous appliquons le principe général de droit. Ça, ce n'est pas un principe général de droit qui doit être invoqué à la matière, et ce n'est pas d'application dans notre pays. Qu'il en puise dans le droit qu'il est allé puiser, peut-être le droit de la Papouasie, pas au Congo. De deux, en matière de droit constitutionnel, le droit constitutionnel a un titre de gouvernance qu'on appelle la Constitution. Et je parle là en tant que chercheur, et je m'assume. Oui. Et la Constitution, c'est un titre de gouvernance, un titre de gestion d'un pays qui transforme son fonctionnement comme un système biologique de la vie humaine. C'est comme la vie humaine. Elle est protégée, elle est caressée, elle doit être garantie et sécurisée aussi. Mais qui vous dit que non, voilà, moi là, si vous voulez me toucher, ne me tuez pas, me changez moi. Et je rejoins Maître Mpinda qui a dit que non, le radical n'existe pas. Ah, donc ils reviennent sur moi implicitement. Non, pas du tout. Voilà, ils reviennent sur ma philosophie implicitement de dire qu'il n'y a pas de changement total de la Constitution, mais ils vont réviser. Voilà, implicitement, il est en train de rejoindre l'intelligence de ce que j'avance pour dire à nos amis qui parlent du changement, vous ne pouvez jamais faire un changement radical d'une constitution, c'est-à-dire en prenant celle-ci de 2006, jeter dans la poubelle pour nous amener une autre. Non, vous allez modifier. Pourquoi? Parce que vous allez vous en tenir sur quelques dispositions qui vous gênent. Par exemple, vous qui êtes au pouvoir. Donc une constitution reste éternelle si... Non, pas du tout. S'il vous plaît. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de mécanisme de changement. Non, prévu dans la constitution elle-même, non.
prévu dans la Constitution. Et elle a dit ça aussi. Comment on peut changer alors? La Constitution ne peut être changée radicalement que si elle est motivée par un événement en dehors de son existentiel. En dehors? En dehors de son existentiel. Le cas de 64. Le cas de 90, avec la conférence nationale souveraine. Nous avons connu un changement de constitution. Il y a eu un motivateur. Soit un coup d'État peut être un élément motivateur. Mais si tout ça ne... Soit la situation politique d'un État peut arriver à être décidée par le gouvernement en place pour convoquer une consultation qui, le peuple décide, voilà, nous mettons fin à ceci puisque la situation ne va plus bien. C'est science politique. C'est un événement. C'est science politique, le droit. Non, vous savez, le droit... Ça, c'est intéressant. Le droit est la mère de toutes ces sciences-là. Elle est au milieu, le droit. Il est au milieu. Il est au milieu des sciences politiques, des relations internationales, le droit international. C'est le droit, en fait. Et quand nous parlons des aspects politiques, c'est le droit constitutionnel de fait. Des aspects politiques qui peuvent motiver l'existence d'une constitution. Il faut qu'il y ait un événement politique qui peut être un événement motivateur du changement radical. Merci bien. Voilà. Merci bien. Il a parlé de Conseil constitutionnel français, que je voudrais dire à Maître Pinda. Il va revenir. Le Conseil constitutionnel français n'a jamais statué sur un arrêt de changement de la Constitution de la France, mais a statué sur, a approuvé les modifications des dispositions constitutionnelles. Je reviens. C'est la révision qui a été approuvée. Je vous repasse la parole, Maître Richard Pinda. Le débat reste tout de même houleux et les avis semblent de plus en plus diverger. Vous pouvez justifier le fait que vous avez dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Lui, votre débatteur, a été totalement contre. Il dit qu'il n'y a pas le même des cas d'homosexualité. Est-ce que vous maintenez cette... Je maintiens. Argumenté. Je prends l'illustration de l'homosexualité. Oui. Un couple homosexuel marié en France. Oui. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous pouvons les interdire ou leur interdire de vivre leur vie? Pas du tout. Et ceux qui sont... Pour que l'on puisse les interdire, il faut une loi y afférente. Attention, le président, le ministre de la Justice, le ministre de la Justice, excusez-moi, je ne dis, il ne vient pas célébrer ces mariages-là. J'ai dit, ce mariage a été célébré ou un mariage célébré en France. Dès que ce couple est ici, pouvez-vous leur interdire de vivre leur vie de couple? Pas du tout. Parce que le mariage qu'ils vont brandir, être mariés ou brandir un acte de l'état civil français. Et à ce moment-là, on devrait leur appliquer en République démocratique du Congo le droit privé international. Et par voie de conséquence, on ne viendra pas déranger en République démocratique du Congo leur vie telle qu'elle. Rappelez-vous, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo a pris une décision pour poursuivre tous les actes contraires aux bonnes vies et mœurs. Mais on n'a pas cité nommément l'homosexualité. Mais ces actes-là, aux yeux de la population, pouvaient être poursuivis. Mais vous n'allez pas, excusez-moi, oui, laissez-moi en venir, vous n'allez pas les suivre dans leur vie privée, dans leur chambre, pour leur dire que vous ne pouvez pas poser pareil acte. Je disais, je lui ai posé la question tout à l'heure de me donner la base légale où était repris que ce qui n'est pas interdit est permis. Et d'ailleurs, il a dit, si vous appliquez pareil principe, serait un principe de la Papouasie. Mais je lui rappelle que ce principe a été déjà appliqué en République démocratique du Congo. Rappelez-vous, lorsque vous lisez la Constitution, on dit que les groupes parlementaires sont constitués au début d'une législature. Mais on n'a pas dit si on pouvait ou pas changer de groupe parlementaire au cours ou en cours d'une législature. Nous l'avons vu. Comment est-ce que l'UDPS, qui n'avait pas de majorité, en vertu de ces mêmes principes de droit, a changé, a obtenu, a changé la majorité. Parce que rien n'était dit lors du changement ou au sujet du changement en cours d'un mandat. Et donc, je reviens encore, je me réjouis d'ailleurs de le dire, parce que
il nous a donné l'une des raisons pour laquelle nous pouvons changer de constitution aujourd'hui. Parce qu'il dit, le changement de constitution est possible lorsque une situation politique venait à être constatée. Majeure. Qui n'est pas lié à la Constitution. Qui n'est pas lié à la Constitution. Mais ici, vous conviendrez avec moi, la situation politique, c'est aujourd'hui, à ces jours, c'est la difficulté organisationnelle et fonctionnelle. Et d'ailleurs, au-delà de tout ça, parce que nous sommes dans une forme hybride de la Constitution, sur la question de l'article 220. Parce que je voudrais rappeler ici, si vous avez la Constitution, vous pourriez nous aider à lire, l'article 220 connaît un problème aujourd'hui parce que cet article 220 est déverrouillé. Par déverrouillé, je voudrais tout simplement dire que ce qui avait été prévu l'article 220 est déverrouillé. À quelle occasion? Je veux vous le démontrer. Oui. Lisez d'abord l'article 220, je vais vous le démontrer. Article 220. Oui. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ok. Vous conviendrez avec moi que toutes ces matières, connaissent un seul verrou. On les cite nommément. On ne dit pas que ces matières sont verrouillées individuellement, mais à la fin, in fine de cette disposition-là, on dit ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Oui. Je vous ramène à l'article 70 de la Constitution. Ça, on peut même réciter. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Ici, c'est la durée. Renouvelable une seule fois, le nombre de mandats. Ok? Et lorsque vous lisez l'alinéa 2, il est dit le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du président élu. Je retiens ici installation parce que je vais revenir là-dessus. Installation. Je vous renvoie, et ici pour installer, il faut connaître le nom du président élu. Ok? C'est-à-dire on le connaît, il y a eu élection et on peut évidemment, procéder à l'investiture. Je vous renvoie à l'article 74 de la Constitution parce que je vais faire le lien avec tout ça. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Première linéa. Deuxième... Non, l'alinéa premier. Alors, on s'arrête là. L'alinéa premier, nous avons lu l'article 70, on a parlé de l'installation. Lorsque vous allez à l'article 74, alinéa premier, on nous dit les présidents élus entrent en fonction dans les 10 jours qui suivent son élection. Ce qui veut dire que la durée de l'installation est connue, est de 10 jours. Ok? Maintenant, posons-nous la question de savoir, de 1900 ou de 2006 à 2011, à 2011, ça nous fait 5 ans. 2006 à 2011, 5 ans. 5 ans. De 2011 à 2018, ça nous fait 7 ans. Oui. D'où nous sont venus ces 7 ans-là, si ce n'est que le déverrouillage de l'article 220 sur la durée du mandat d'un président de la République qui est prévu de 5 ans. Il y a eu déjà une violation de la Constitution. Et donc, à ces jours, au-delà de cela, lorsque vous lisez l'arrêt de 2015, il dit ceci: le président de la République reste en place jusqu'à l'organisation des élections, de manière indéfinie. Ce qui voudrait dire que, au-delà de 5 ans, le président de la République peut rester jusqu'à ce qu'on ait organisé les élections de manière indéfinie. C'est-à-dire qu'il arrive fin mandat, il va au-delà. Il peut prendre 100 ans. Il peut prendre 100 ans parce que les élections ne sont pas organisées. Vous voyez ça? Et par voie des conséquences, cela constitue aussi un déverrouillage de cette disposition. Voilà maintenant une situation politique
particulière qui voudrait que l'on puisse recadrer cette situation de droit de manière à ce que l'on ne laisse pas cette brèche. D'accord. De peur que tout celui qui voudrait s'éterniser au pouvoir de manière indéfinie ou voudrait recourir à la jurisprudence de Joseph Kabila de 7 ans puisse y recourir. Voilà pourquoi il faut une constitution qui va régler cette situation politique particulière. Merci bien, Maître. Merci beaucoup à mon très cher Armand. Merci bien. Alors, Maître Armand Lokeka, l'article 70 a-t-elle été violée par le fait que le chef de l'État de l'époque est resté au-delà de 5 ans au pouvoir? Ou déverrouillé? Non, il y a deux éléments que je voudrais, avant que je n'arrive là-bas. Changement de la majorité au Parlement par l'UDPS, chose puisée du principe général de droit, parce que ça n'a pas été interdit, donc ils ont été autorisés. Là, c'est une très bonne justification et j'ai applaudi pour ce génie négatif, hein, de vouloir justifier une violation flagrante de la Constitution en l'appuyant sur un principe irrégulièrement utilisé ou usé ou appliqué. Pour autant que c'est la première fois, c'est un comportement sui generis, qu'au cours de la mandature, qu'il y ait un tel mouvement du changement d'une majorité parlementaire. C'est une violation de la Constitution. Une violation flagrante. Quel article? Ah, quel article? Mais il t'a parlé de l'article. Il a violé la Constitution. Parce que la majorité, une fois identifiée à l'ouverture de la mandature, elle reste une majorité soumise. Base légale. C'est ça que cela veut dire. Base légale. Non, mais c'est écrit. Non. Vous voulez me faire parler, comme un dogmatique. S'il vous plaît. Je n'ai pas amené la Constitution avec moi. Donnez-lui la Constitution. Je vais vous lire la Constitution. Je vais vous lire la Constitution avec moi. Que la majorité parlementaire, une fois identifiée, elle reste soumise le contrôle de l'autorité qui a besoin d'une majorité au sein du Parlement par lequel il va sortir le Premier ministre. Base légale. Changer la majorité en cours de mandature constitue la violation de cette disposition. Quelle disposition? Je vais vous le donner, sois calme, je vais parler. Tu sais, le problème, c'est quoi? En science, il y a un cheminement logique des idées. Le dogmatisme textuel, vous ne le voulez pas. Puisque vous dites, cette constitution à laquelle vous appelez que c'est une mauvaise constitution, je vais souffrir pour te donner des bases légales aussi tant que tu ne l'aimes plus. Oh là là. Je veux te le donner, mais souffre, puisque le débat, il révèle. Je vais te donner les dispositions légales. Le débat a une logique. Et c'est pour cela que je dis que j'applaudis ces génies négatifs qui justifient du fait qu'ils ont changé la majorité parlementaire en cours de mandature comme venant d'un principe, comme ça n'a pas été interdit, c'est autorisé. Non. Les interdictions ne sont pas expresses uniquement dans la Constitution. Sont aussi implicites au travers le principe qui est posé. Parce que la Constitution vous dit, dans cette affaire, la Constitution pose le principe. Une loi viendra organiser. Ça ne veut pas dire qu'il vous a autorisé. Pourquoi il y a un informateur pour identifier la majorité parlementaire? C'est à l'intérêt de qui cela peut être identifié? Est-ce que ça s'identifie au milieu du mandat ou au début du mandat? Comment ça? Ça n'a pas changé. Quand on vous dit, c'est au début du mandat. C'est au début du mandat. La loi est écrite au début du mandat. Alors maintenant, vous voulez nous dire que non, aujourd'hui, à la fin du mandat, par exemple, après 5 ans, je veux partir, maintenant que je nomme encore un informateur pour m'identifier à la majorité parlementaire. On dit non, puisque ça n'a pas été interdit, je suis autorisé de le faire. Non, ce principe doit être appliqué ailleurs. Je le répète encore une fois. Deuxièmement, l'événement politique accepté par Maître Pinda, que oui, il est content qu'on ait un événement politique, et puis il appuie, il dit oui, il y a un événement politique. Et le premier événement politique, il dit la situation actuelle de la gestion est en train de compliquer la chose et qu'il faut changer. Oui. Mais comment vous allez changer? Il est vrai que la conférence nationale souveraine n'a pas été convoquée sur base d'un coup d'État. C'est simplement avec ce qu'il est en train de dire là. Si le pouvoir constate que la situation politique tend à un blocage, il convoque la conférence nationale souveraine. Il présente la situation devant les représentants du peuple.
qui ne sont pas uniquement ceux qui sont prisés par une institution en danger, les institutions qui sont issues d'une constitution que le président critiquera, mais plutôt devant toutes sortes de personnes, toutes couches de la population, élus comme non élus. Il présente la situation comme telle. J'ai entendu très bien que l'UDPS nous présente la situation devant cette assemblée qui va appuyer sur le même logiciel de changement de la Constitution en présentant réellement que non, nous vous avons géré durant 6 ans, mais que pour l'instant nous nous sentons dans l'impossibilité d'avancer au vu de éléments tels, nous devons nous réunir pour discuter de l'opportunité du changement de la Constitution au vu de ces enjeux. Ça, je suis d'accord qu'ils en tiennent comme un élément qu'ils peuvent soumettre dans leur salon de l'UDPS. Deuxième, il parle de l'article 220, dont il prétend avoir été déverrouillé du fait que, non, maître, on ne parle ça des incises prérogatoires de la Constitution. C'est-à-dire quoi? Le mandat est limité, mais on donne des incises prérogatoires de la Constitution. Mais je te donne... Mais tu ne sauras jamais que c'est une incise... Mais c'est pas possible, ça. Le principe, tu le puises d'où? C'est nous qui créons des principes. Nous vous disons que dans le matière de droit constitutionnel, le mandat est de 5 ans, mais il reste en exercice jusqu'à l'installation. C'est une incise prérogatoire constitutionnelle. Oh là là. Oui, puisqu'on ne peut pas laisser... L'installation, c'est pour 2 ans. S'il vous plaît. On ne peut pas laisser... Non, la Constitution n'a pas prévu qu'il reste 2 ans. S'il vous plaît. Et la Constitution a prévu combien de temps? La Constitution n'a pas dit qu'il reste 2 ans après les 5 ans. Il a simplement dit qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation. Il ne nous a pas suivis. Vous comprenez? Non, relisez la Constitution. Il n'a pas donné le mandat 2 ans après 5 ans. Je veux y arriver là où tu es allé. Toi, tu es allé dans un calcul... Non, laisse-les y aller. Laisse-les y aller. Allez-y. Lisez. Non, laisse-les y aller. Lisez. L'état de l'installation est défini par la Constitution. C'est 10 jours. S'il vous plaît, je suis en train de parler d'abord de l'incise prérogatoire de la Constitution. Là parce que la Constitution est claire. C'est prévu. C'est prévu où? Il y reste en fonction jusqu'à l'installation. Exactement. Oui. L'état de l'installation, c'est 10 jours. Non, l'article 74. Je continue. Ne racontez pas votre vie, mon cher. Mais c'est pas possible. Allez-y. C'est ce qu'on appelle l'incise prérogatoire constitutionnelle. L'incise prérogatoire constitutionnelle oui, est la Constitution de 10 jours. Vous dites, voilà. Si la Constitution parlait de 10 jours, donc après proclamation de la CENI, vous comprenez? Oui. Après la proclamation de la CENI, il faut qu'il y ait un écart de 10 jours pour qu'il y ait remise et reprise. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Alors, allons-y maintenant dans la pratique sur la procédure devant la Cour constitutionnelle qui proclame les arrêts définitifs. Non. La Cour a combien de temps pour rendre un arrêt définitif de la proclamation des élections du chef de l'État? C'est 10 jours? Mais merde, mais allons-y sur la procédure. Vous comprendrez, s'il vous plaît, Maître Mpinda, je voudrais vous mettre à défi, parce que l'institution qui proclame les élections, définitivement, le chef de l'État, c'est quelle institution? C'est la Cour constitutionnelle. Mais la loi, la procédure. L'article parle de la Cour constitutionnelle. Oui. Il parle d'un arrêt définitif. Voilà. Et la procédure lui confie combien de jours pour traiter les contentieux? Là, c'est la loi électorale. Non, mais, papa, comment il va entrer en fonction dans 10 jours si celui qui rend un arrêt définitif ne vous a pas encore donné? Non, ça veut dire que l'arrêt définitif est déjà là. Et après, le président est élu. Tout à fait. Dans les 10 jours. N'interprétez pas les choses telles quelles. S'il vous plaît. Oui. Si nous disons prenons les 2 hypothèses. L'arrêt est déjà là. Oui. OK? L'arrêt est déjà là. Dans 10 jours, il faut qu'il y ait investiture de notre président. Oui. C'est correct et c'est constitutionnel. Oui. Vous comprenez? S'il arrive que, dans l'hypothèse où il a retenu, que Kabila a fait 2 ans, Kabila a fait 2 ans. Il a fait 2 ans avec un autre président qui est élu sur place où il n'y avait pas encore un président. Puisqu'il faudrait que nous puissions... Non, s'il vous plaît. Il faudrait que l'on condamne Kabila si Kabila avait fait 2 ans avec un arrêt définitif qui souffrait. Mais déjà, l'arrêt qui lui donnait plus de 10 jours. S'il vous plaît. Mais c'est là... Non. Le problème sur lequel vous avez bien dit, et nous avons tous été compréhensifs, que les 10 jours commencent à partir de l'arrêt définitif, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les 2 ans de Kabila ont commencé après l'arrêt définitif et Kabila s'est tué pour faire souffrir l'exécution de l'arrêt définitif des élections? C'est à partir de là qu'on comprendrait la violation intentionnelle s'il y avait un arrêt définitif qui a proclamé un président et l'ancien président dit « je n'investis pas dans le 12 jours ». Voilà. À ce moment-là, nous disons qu'il a biaisé le principe et il a violé la Constitution. Aussi longtemps que
Il n'y avait ni arrêt définitif, ni proclamation provisoire du président. Et vous comptez que non, il avait violé? Non. Il n'y a pas eu violation. Il n'a pas eu violation, Il y a eu quoi? puisque il y a eu le respect de l'incise prérogatoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer. Merci. Je vais expliquer. L'incise prérogatoire, ça voudrait dire qu'une prolongation en dehors du mandat définitif du chef de l'État ou le nombre d'années prévues afin d'éviter le vide dans le fonctionnement des institutions de la République. Très bien. Voilà. Merci. Le président Kabila n'est pas resté au pouvoir en faisant souffrir un arrêt du Conseil constitutionnel. Je vais répondre. Le président Tshisekedi, excusez-moi, il n'y a pas de souci. Et non, s'il vous plaît. C'est moi qui ai commencé. Je voudrais que tu lui remettes ce minute, certainement. Mais il y a un élément très important que je voudrais. Il y a déverrouillage. Non, il y a la notion de déverrouillage et la notion de la violation que je voudrais expliquer. S'il vous plaît, il va revenir en son autre temps de parole. Je voudrais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'opinion retiendra que mon estimé confrère et ami et frère est en difficulté de vous dire comment nous sommes arrivés avec sa théorie de l'incise constitutionnelle. L'incise prérogatoire constitutionnelle est prévue après que l'on ait identifié le prochain président. Lorsque le président Tshisekedi, le président Kabila de 2016 à 2018, c'est en violation de la Constitution. Non. Parce que ce dernier se retrouvait dans l'incapacité de pouvoir exercer ses prérogatives constitutionnelles. Parce que ces prérogatives, non. Il n'y avait pas d'autre président. Non, mais la Constitution est claire là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit? En cas de vacances, en cas de démission, en cas d'absence, en cas de décès, il y a un mécanisme qui est prévu. Est-ce qu'il y a eu vacances? Il y a eu vacances. Parce que la Constitution lui a donné un mandat de 5 ans. Au-delà de 5 ans, c'est le président du Sénat qui devait, Kengo à l'époque, qui devait assumer l'intérim pour organiser les élections dans les 90 jours. Mais il y a eu un arrêt de la Cour. Non, mais l'arrêt de la Cour venait pour violer la Constitution. Je vous dis de manière claire, il n'est pas dit que le président de la République devait rester en place jusqu'à l'organisation des élections. Il était plutôt dit que le président de la République devait rester en place jusqu'à l'installation. Et l'installation voudrait dire que le président élu est connu et vous êtes dans le délai de 10 jours pour investir un nouveau président de la République. Comme il n'y a pas eu élection. Comme il n'y a pas eu élection, il y a eu vacances. Il était réputé démissionnaire. Et par voie de conséquences. Quelle disposition, toi aussi? S'il vous plaît. Quelle disposition? Laissez-moi y aller, je vais vous aider avec toutes les dispositions. En cas d'absence d'élection, il y a vacances. Exactement. Attends, prenons l'article. Le président de la République est élu entre fonction, le scrutin. Le mandat du président de la République prend fin par. Voilà. L'article 75 dit ceci. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, ok, d'empêchement pour, comment dire, des démissions ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, il était empêché de manière définitive parce qu'il était au-delà de son mandat. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles de mentionnées à l'article 78, 81, 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Vous voyez ça? Et donc, le président Tshisekedi, le président Kabila, étant réputé démissionnaire, parce qu'il était au-delà de son mandat, il était dans une situation d'empêchement définitif, ne pouvait plus exercer. Quelle est la place des accords de Saint-Sylvestre? Mais c'est ça. Ces accords, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. UDPS avait signé. Je l'ai toujours dit. Nous, UDPS, nos amis du PPRD et consorts avions accompagné la violation de la Constitution. Ah bon? Exactement. Je le dis et je confirme que nous avons accompagné la violation de la Constitution qui a ouvert une brèche à tout celui qui voudrait revenir. Et d'ailleurs, lorsqu'on évoque... Vous vous répondez aujourd'hui. Mais pourquoi pas? C'est une réponse. Nous avons une occasion, une opportunité de pouvoir changer les choses pour bien faire,
pour mieux disposer pour l'avenir. Voilà pourquoi j'ai dit, et j'insiste, que cette incise, vous l'avez encore appelé comment, mon cher ami? Prérogatoire, je crois. Vous avez dit prérogatoire constitutionnel. Ne concernait pas le fait de rester en place jusqu'à l'organisation des élections. Parce que ça peut être un prétexte à évoquer par tout celui qui veut. Le chef de l'État actuel peut également l'évoquer. Peut l'évoquer en prétextant pour se maintenir le plus longtemps au pouvoir. Vous voyez ça? De deux manières. Soit il s'ajoute 2 ans, soit il recourt à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et curieusement, jusqu'ici, personne n'a pris un arrêt réformateur pour mettre en mal cet arrêt-là. Cet arrêt-là reste toujours d'actualité. Et on peut y recourir. Maintenant, pour mieux faire, il faille à ce que nous ayons une nouvelle constitution qui va empêcher à tout celui qui voudrait qu'il revienne. Donc, en cas d'empêchement définitif, l'article 75 a tout réglé. C'est le président du Sénat qui devrait automatiquement prendre... Exactement. Je vous ramène à ce qu'il a dit tout à l'heure. Parce qu'il a évoqué l'article 78. Lorsqu'on lui dit la base légale de cette constitution, il n'en a pas évoqué. Lorsqu'on parle de la majorité, attention. Là encore, il y a un piège. Vous êtes allé vite en besogne. Je vais vous aider à éclairer votre lanterne. J'ai voulu l'article 78 ou 78. Les présidents de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Effectivement, il a raison lorsqu'il dit la majorité parlementaire identifiée au début ne peut être changée. Il a raison. Il a totalement raison. Je lui donne raison. Il n'y a pas eu de violation. Je lui donne, laissez-moi y aller, je veux en venir. Oui. Je veux en venir. Et je lui donne raison. Et je lui donne 2 fleurs. Parce qu'il a dit quelque chose de correct et d'exact. La majorité parlementaire identifiée au début d'une législature ne peut être changée, même en cours. Parce que c'est une majorité parlementaire. Mais la question, c'est de savoir, après les élections de 2018, avions-nous une majorité parlementaire? Mais pas du tout. Sur base de quoi alors? Ah non, pas du tout. Sur base de quoi on a eu le premier Non, ministre? mais pas du tout. Non, mais sur base de une quoi très belle question. a-t-on eu le Une premier belle ministre? question. Mais la Constitution va répondre en lieu et place. Vous lisez l'article 78, alinéa 2e. Oui. Il est dit ceci. Si une telle majorité n'existe pas, les présidents de la République confient une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Vous voyez tout ça? La coalition n'est pas l'émanation de la CENI. Attention. Oui. Je vais perdre le fil d'idée. La majorité parlementaire veut dire ceci. Que le FCC à l'époque aurait concouru en tant que tel. Aurait concouru en tant que FCC. Et ou que le FCC aurait été identifié en tant que majorité. Ce qui n'a pas été le cas. Ceux qui ont concouru, il y a PPRD allié, il y a AAAA, BBBB, ainsi de suite. C'est ainsi que la coalition existant, ok, ne pouvait que Donc même le changer Premier de ministre bord. a été nommé en violation de la Constitution. Quel Premier ministre? Ilon Kamba. Non, Puisqu'il il y y a a pas eu une majorité. coalition FCC cash. Qui n'est pas... La plateforme qui n'est pas constitutionnelle, Oui. en fait, qui est constitutionnelle dans le sens Qui de n'est la pas légale. coalition, Oui. qui n'a pas trouvé son existence à partir de la CENI. Parce que la majorité est identifiée à partir de la CENI. Non, mais pas ça. En quoi faisant? Vous concourez en tant que tel parce que le FCC Merci et Cash bien. n'ont pas... Excusez-moi, je voudrais chuter. Les FCC et Cash n'ont pas concouru aux élections de 2018. Ils n'ont pas été candidats aux élections législatives. Pas du tout. Ce sont les partis membres qui l'ont été, les regroupements membres qui l'ont été. Oui. Maintenant, à la publication des résultats, c'était Nang à l'époque qui vous dit aucun parti n'a obtenu la majorité, aucun regroupement n'a obtenu la majorité. Il a cité le nombre de voix. Et après, il les a envoyés. À défaut d'avoir cette majorité, le président de la République a nommé un informateur, qui en l'occurrence c'était le professeur Batinou Kwebo, qui a identifié la majorité, en fait constituée par une coalition, de laquelle coalition étaient sortis les premiers ministres. Est-ce que la Constitution prévoit prévoit qu'à un moment donné, Alors, que l'on ne puisse pas Terminons rapidement. changer de bord?
terminons. C'était prévu. Avec vous. Mais excusez-moi, je voudrais céder la parole. Je continue toujours d'attendre de mon co-débatteur, excusez-moi 30 secondes seulement, qu'il me donne la base légale qui dit que ce qui est interdit n'est pas permis, doit être conforme, ce sont vos propos, doit être conforme à la Constitution. Et les sources de droit doivent être conformes à la Constitution. Parlez-nous de cette question-là. 2 ans de Parce que Kabila, la coutume, pour l'appliquer, ne doit pas être conforme et ne doit pas être contraire aux bonnes vies et mœurs. D'accord. Terminé. Je peux vous en donner même l'arrêt du gouverneur général. S'il vous plaît, Maître Richard Mpinda. De 1914. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Vous avez compris qu'il y a un problème sérieux sur les incises que nous avons soulevées tout à l'heure là en termes de principe, qui ne peut être bien connu que par ceux qui cherchent en réalité et non ceux qui ont fait de bonnes études. Parce qu'il y a faire de bonnes études et chercher. Hein, quand on a bien étudié, on se tait dans ces bonnes études. Mais on est en train d'éviter que nous sommes dans un monde de mutation intellectuelle. Je l'ai toujours dit que les vrais intellectuels ne sont plus ceux-là, mais sont ceux qui sont en train de lire et de chercher. Maître Mpinda est en train de confondre un élément très fondamental entre déverrouiller la matière verrouillée dans une disposition constitutionnelle et violer la matière qui est prévue dans une disposition constitutionnelle. Parlant même de façon ironique ou imaginaire sur cette incise prérogatoire constitutionnelle qui donne la possibilité d'éviter un vide dans l'institution suprême. Dire que non, il y a eu des verrouillages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je suis en train de vous expliquer. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas la Constitution en termes intelligents. Vous comprenez la Constitution en termes. On ne peut pas laisser vous plaît. Non. Vous avez intérêt, Maître Mpinda. Maître Mpinda, souffrez loin de nous de mettre. S'il vous plaît. Je veux y arriver. C'est là où il y a une compréhension erronée. Je vais y arriver. Puisque vous pensez que le dérogatoire donné par la Constitution à un chef d'État de ne pas laisser l'espace présidentiel ou l'institution présidentielle vide constitue déverrouillage d'une disposition constitutionnelle. C'est une erreur. Il faut réparer. On ne peut pas avancer avec cette incongruité et faire avaler une telle infection scientifique au peuple qui nous écoute et plus surtout aux étudiants que nous formons. Deuxième élément. J'aime bien mon frère. Deuxième élément. Aussi longtemps que Maître Mpinda ne comprend rien, en disant que ça constitue une vacance. Et cette vacance est définie en termes d'empêchement définitif. Non, Maître Mpinda. Le non-tenu des élections n'est pas empêchement définitif du chef de l'État. L'empêchement définitif ici voudrait simplement dire les conditions dans lesquelles le président peut se retrouver, soit avec une maladie qui ne le permet plus de poser les actes. Il est dans l'incapacité juridique parce qu'il avait obtenu un mandat de 5 ans. S'il vous plaît. C'est l'incapacité de droit. Je t'explique en connaissance de cause. Épargne-toi de l'amitié, mais plutôt, c'est dans un profil scientifique que vous devez vous en tenir. Écoutez-moi, Maître Mpinda. Et cette fois-là, je sais de prendre mon autorité de chercheurs en droit constitutionnel et diplômés d'études supérieures. Voilà, pour cause de décès. Laissez-moi y aller. Cause de décès. En cas de vacances pour cause de décès. Oui. Des démissions. Pour toute cause d'empêchement définitif. Voilà, donc décès et démission ne sont pas légaux. Pardon? Quand tu dis que non, empêchement définitif, ça veut dire la non-tenue des élections. Depuis quand? Le président de la République est élu pour un mandat. S'il vous plaît. L'autorisation. Le président de la République est autorisé. Allons dans votre logique. Maître Mpinda, je vous donne ça comme une matière à profiter. Il est élu pour un mandat de 5 ans. Et au-delà de 5 ans, il est renouvelable une fois. S'il vous plaît. Renouvelable une fois. Mais on met une incise que je te fais profiter cela. Une incise prérogatoire pour éviter le vide dans l'institution. Non. Que celui-ci, si les 5 ans arrivent au mois, 30 secondes, si les 5 ans arrivent au mois de janvier 2025, et que les élections celui-ci reste en fonction. S'il vous plaît. La Constitution lui dit il y reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Élu. Vous comprenez? Le président élu.
Vous comprenez? Il ne peut pas rester. Ceci ne constitue Il ne pas peut pas un grillage. rester. Non, non. Alors, le problème sur lequel, nous devons bien comprendre que l'empêchement définitif n'est pas la non-tenue des élections. Et éviter de propager ça dans le tête des intellectuels, c'est un génocide. Sincèrement. Puisque quand vous allez dans la loi sur l'organisation, c'est un génocide intellectuel. Quand vous allez sur la loi sur les administratifs, fonctionnement des agents de carrière publique, on vous dit qu'on peut disposer de son poste quand on a une cause d'empêchement définitif d'un agent. Ça veut dire la non-tenue. Ça s'explique donc un ensemble de compréhensions. L'empêchement définitif ici tient compte de la situation biologique, maladie. Ça s'interprète comme ça. Maladie définitive, président devient aveugle. Le président a un AVC qui ne le permet plus de poser les actes. Le président devient incapable de se lever de son lit d'hôpital. Le président a été handicapé par une situation qui ne le permet plus de poser les actes. Il est dans une cause définitive d'empêchement. À ce moment-là, on prend acte que le président est empêché par cette situation. Le président du Sénat joue le rôle de suppléant. Comme on a parlé, de celui qui doit le remplacer pendant ce temps-là. Ça, c'est une erreur grave qu'il ne faut jamais propager dans les médias. Deuxième élément. Maître Mpinda parle de l'identification au début du mandat. J'ai aimé quand il a lu la disposition. Mais on vous dit ceci. Au cas où aucun des partis n'a obtenu la majorité parlementaire, le président fait quoi? Il nomme un informateur. Qui fait quoi? Qui identifie la coalition. Non, non, s'il vous plaît. J'ai dit qui fait quoi? Qui identifie, n'est-ce pas? La coalition. Qui identifie quoi? Une coalition. Qui doit former une majorité? Pas du tout. S'il vous plaît, relisez la Constitution. Je veux relire. Relis. Je relis. L'article 78. Les présidents de la République nomment le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. La majorité parlementaire de la CENI connue. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Non, allez-y sur l'alinéa 2. Important. Si une telle majorité n'existe pas... Je commence par là. Non, laissez-moi évoluer. Si la majorité n'existe pas, vous souffrez de me le faire lire, justement, que vous êtes demandé de me lire. Allez-y. Si une majorité issue d'un parti majoritaire, c'est-à-dire la CENI n'a pas proclamé un parti majoritaire au Parlement, cette fois-ci, la possibilité existentielle du Parlement pour trouver une majorité devient par voie de coalition. Non. S'il vous plaît. Et la coalition voudrait dire quoi? La coalition, s'il vous plaît, maître, je voudrais que tu souffres un peu, puisqu'à cette matière, la coalition voudrait dire quoi? La coalition veut dire quoi? Consulte ton dictionnaire ordinaire. À ce moment-là, voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit à ce moment-là. C'est-à-dire quoi? On ne dit pas majorité, on dit coalition majoritaire. S'il vous plaît, la coalition voudrait dire quoi? La possibilité à plusieurs partis de se mettre ensemble pour former une majorité parlementaire. Cette fois-là, cette majorité est identifiée par qui? Par l'informateur du chef de l'État. Exactement. Et de cette majorité que le président va puiser, va faire la nomination de son Premier ministre. Est-ce que, même si cela était question, on a autorisé quelque part qu'il y ait une majorité déjà identifiée à l'entrée du mandat puisse être modifiée en cours de mandat? Cette majorité n'est pas identifiée à l'entrée. S'il vous plaît, la coalition maintenant est prise en compte. Pourquoi cette majorité de la coalition n'est pas identifiée à l'entrée? Parce que seule la CENI identifie une majorité d'un parti politique. La coalition lorsque ici, vous êtes au Parlement, les mandats validés par le bureau provisoire. La coalition ici devient constitutionnelle. La coalition devient constitutionnelle puisqu'il est d'une autorisation expresse que un informateur doit amener une coalition pour former une majorité parlementaire. Puisque nous sommes dans l'impossibilité de trouver un parti majoritaire. Et cette coalition devient constitutionnelle. La coalition n'est plus informelle. Elle devient constitutionnelle et acceptée au sein d'un parlement. C'est ça la possibilité. Si une telle majorité n'existe pas, ça veut dire que la majorité issue de la CENI, on va à une autre majorité coalisée. Au début, il ne peut pas changer. Non, mais ce n'est même pas au début parce que nous avons un bureau c'est ainsi que l'FCC cache a été accepté comme une coalition constitutionnelle, mais cette fois-là, violée par l'indiscipline. Une majorité composée par une coalition qui pouvait à tout moment